De retour à Question d'actualité, ici Philippe Labrec au micro. Après 3 ans de guerre, l'Ukraine doit encore et toujours faire face aux attaques russes. Cet été, Kiev, la capitale, a été ciblée plus particulièrement par les bombardements russes. Missiles balistiques et drones, notamment, pilonnent la capitale. Comment les Kieviens s'organisent-ils et comment font-ils face aux bombardements? Pour en parler, nous recevons Alexis Brunet, journaliste et reporter sur différentes plateformes, notamment pour Valeurs Actuelles, pour laquelle il signe le papier L'été infernal de Kiev. Monsieur Brunet, bonjour. Oui, bonjour Philippe, et bonjour à tous les auditeurs de Radio VM. Votre article L'été infernal de Kiev a été publié à quelle date exactement? Il a été publié le 3 septembre. Il a été fait... 3 septembre. Parfait. Et vous étiez sur place, bien sûr. Donc moi, je suis allé sur place, oui, début août. C'était la 3e fois. En fait, c'est la 3e fois depuis le début de la guerre que je vais en Ukraine. Donc j'y suis allé une fois, j'y suis allé 2 fois l'année dernière. J'étais pas retourné depuis à peu près un an ou depuis l'été 2024. Et là, l'article porte uniquement sur Kiev, notamment parce que pour voir quelle était la différence entre le Kiev de maintenant et le Kiev de il y a un an. Et donc, par rapport à la guerre. Oui, tout à fait. Donc, vous avez justement discuté avec les habitants de Kiev qui vivent aujourd'hui sous des bombardements plus constants qu'au début de la guerre, ou du moins depuis un certain temps. Quel est leur état d'esprit et comment voient-ils les choses en ce moment? Alors, je peux pas parler au nom des 3 millions d'habitants de Kiev. Ce serait quand même très prétentieux de ma part. Alors, il y a toujours 3 millions d'habitants à Kiev quand même. Ça, faut quand même le signaler aussi. C'est-à-dire qu'il y a autant d'habitants qu'au début de la guerre. Ceci étant, là-dedans, il y a 500 000 à peu près, on ne sait pas exactement, à peu près 500 000 réfugiés. Donc le Donbass, Zaporijjia, etc. Pour toute la zone qui est maintenant occupée par le Kremlin, qui sont à Kiev. J'ai trouvé que là, de toute façon générale, les gens étaient moins gais par rapport à il y a un an. Donc il y a un an justement. Quand j'étais, il y avait une espèce de légèreté qui était présente, qui pouvait même choquer, parce qu'on se disait on est dans un pays en guerre, et puis il y a des gens qui sont sur les terrasses ou qui vont au bistrot, etc., qui s'amusent, qui flirtent, et bon, etc., etc. Je m'attendais à retrouver ça. En fait, je l'ai beaucoup moins vu. J'ai trouvé que les gens étaient plus tristes et qu'ils étaient plus résignés. Ceux avec qui j'ai parlé, en tout cas, plus résignés à la guerre. Donc c'est ce qu'on m'a dit, que de toute façon maintenant il fallait qu'on s'habitue à vivre comme à la guerre. Il y a cette jeune femme dont je parle dans l'article qui se sentait solidaire des Israéliens parce qu'elle dit qu'en Ukraine maintenant ça va être la même chose, etc. Et puis il y avait aussi des gens, ce qui est intéressant justement, il y a ces 2 jeunes femmes il y en a une qui venait de Mariupol et l'autre aussi du Donbass, et donc avait vécu les bombardements très très durs du début de la guerre. Et quand elle est arrivée à Kiev au début, elle avait l'impression, ce qu'elle me disait, que les gens comprenaient pas trop leur histoire. Et elles me disent que maintenant, ça a changé, que les gens seraient, selon elle, plus conscients de ce qu'implique cette guerre qui risque surtout d'être longue. Ceci étant, voilà, il y a des avis qui divergent. Il y a c'est un ancien architecte que j'avais rencontré l'année dernière qui lui ensuite s'est reconverti depuis le début de la guerre en opérateur de drones de reconnaissance, Ivan Ponomarenko, qui est aussi dans l'article, qui lui, dès qu'il revient à Kiev, il est toujours un peu sévère sur les Kievites. Il trouve qu'ils sont pas assez, il aimerait qu'ils aillent tous, que les jeunes en tout cas aillent plus se battre. Voilà. Mais comment expliquer cette légèreté qui existait avant les bombardements récents, dans le sens où je me rappelle qu'au début du conflit, les Russes avaient ciblé Kiev. Je crois qu'il y avait même une tentative d'atteindre Kiev avec les troupes, là, quoique ça avait été empêché par les forces ukrainiennes. Mais on dit une légèreté, mais ça me semblait aussi un peu naïf d'une certaine façon. Comment est-ce qu'on explique ceci? Justement, oui, au début de la guerre, il y a eu la bataille de Kiev qui a été gagnée par les Ukrainiens. C'est à partir du 24 février, ça se prolonge un petit peu jusqu'à début mars. Le Kremlin a lancé notamment une offensive sur l'aéroport Hostomel, qui est un petit peu à l'écart du centre-ville et qui est en fait un avion de fret, enfin un avion de marchandises. C'est là qu'il y a eu la grande bataille et que les Ukrainiens ont gagné. C'était à peu près à 30 km de Kiev, en fait, parce qu'en fait, les troupes russes étaient passées par la Biélorussie.
Kiev est très près d'ailleurs, est assez près, à une cinquantaine de kilomètres, je sais plus, faudrait vérifier, mais je pense que c'est 50 ou maximum 100 kilomètres de la Biélorussie. Et donc, en fait, ils ont été repoussés. Donc ça leur a donné quand même une certaine confiance. Ça leur a donné, comme ils avaient gagné, en tout cas, ils avaient repoussé les forces russes. Ça leur a donné, oui, une certaine confiance en eux. Ça leur a donné des ailes. Donc, ce qui expliquerait pourquoi, à mon avis, c'est vrai, pourquoi il y a un an, les gens avaient plus de légèreté. Et puis l'armée ukrainienne, même il y a un an, n'était plus du tout la même qu'au début. C'était déjà un pays quand même très militarisé. Et voilà, il y avait une certaine confiance. Mais Kiev, il y a un an, n'était pas visé par des bombardements aussi intenses qu'elle l'est maintenant. C'est-à-dire qu'effectivement, moi, quand je suis passé l'année dernière, il y a eu quelques alertes, mais il n'y avait pas de bombardement. Non, je crois qu'il n'y avait pas de bombardement sur des immeubles résidentiels. Il n'y avait pas tout ça, comme il y a maintenant depuis la fin du printemps de cette année. Donc c'est pour ça aussi que j'y suis allé. Est-ce qu'on sait pourquoi le Kremlin a changé de stratégie, ou du moins pourquoi soudainement on reprend les frappes plus intenses envers Kiev après un abandon? Pourquoi maintenant? C'est difficile à savoir, justement. Alors l'administration militaire de Kiev dit que le but c'est de terroriser la population. Il y a aussi, alors il y a deux choses. Il y a les bombardements de toute façon par exemple dans le quartier de Lukyanivka, ce que j'explique dans l'article. Donc il y avait des armes, il y avait des drones qui étaient faits là-dedans, il y avait une usine, et donc là c'est pour ça que ce quartier a été ciblé, plusieurs fois par semaine depuis le printemps. Mais même là, il y a des immeubles qui ont été touchés. Il y a aussi quand même une antenne du consulat du Royaume-Uni qui a été éventrée. Moi, je pense pas que ce soit un hasard, c'est-à-dire parce que le Royaume-Uni, c'est quand même l'ennemi numéro 1 du Kremlin. Ils n'arrêtent pas d'en parler. Ils n'aiment pas le Royaume-Uni. Un hôpital pour enfants aussi. Donc l'explication à tout ça, il y a différentes choses. Il y a ce que dit l'administration militaire de Kiev. Donc là, ce qu'on peut en déduire de ce qu'il dit, c'est que ça pourrait aussi ça pourrait faire que fatiguer les Kievites ou les Ukrainiens en général de la guerre, qu'ils arrêtent ensuite de soutenir leur gouvernement et qu'ils aient envie pour les pousser à la reddition. Ça me semble assez plausible pour les démoraliser en fait. Il y a aussi le fait quand même que les Ukrainiens maintenant, depuis cette année, ciblent des infrastructures énergétiques directement en Russie. Je crois que la portée, ça va jusqu'à 1000-1500 kilomètres de Kiev, ce qui est quand même assez lourd, et que ça peut être aussi des représailles, parce que l'année dernière, il y a 2 ans, c'était pas le cas. Ils ciblaient pas des infrastructures, parce que de toute façon, ils n'avaient pas vraiment droit de tirer, ou alors ils tiraient à Belgorod, effectivement, juste à la frontière, c'est-à-dire à 50 kilomètres, même pas de la frontière russe, à 100 kilomètres de Kharkiv. Voilà, donc là ça change, là ils tirent plus loin, et puis le Kremlin tire. Moi je sais pas, je pense qu'il faut rester dans la logique rationnelle. Après, si on demande aux Ukrainiens, ils comprennent pas, et puis ils disent qu'il faudrait demander au Kremlin en fait pourquoi ils tirent en fait, parce que ça reste un mystère. Ils bombardent Kiev à peu près 2 fois par semaine maintenant, ce qui était pas le cas l'année dernière. Et ils bombardent des quartiers résidentiels aussi, ce n'est pas que des cibles militaires. Oui, moi de toute façon, alors ça c'est moi je l'avais constaté l'année dernière à Odessa. J'ai pris des photos, donc on voit le crucifix, etc., les petits nounours, le canapé. Enfin bon, c'est des quartiers résidentiels. C'est pas des bases secrètes comme on peut le lire des fois sur Internet, que je regarde aussi, qui abriteraient. Non, c'est des quartiers résidentiels. Il suffit de voir. Moi, j'ai des photos. Il y a des photos dans les magazines, sur Internet, etc. Bon, il suffit de constater. Oui, il y a des immeubles. Moi, ce qu'on me disait il y a un an, c'est que les civils sont bombardés tous les jours en Ukraine depuis le début de la guerre. C'est ce qu'on me disait à Kiev il y a un an. À Kiev, c'était pas le cas, mais ça avait été le cas l'année dernière, 6 mois avant que j'y aille. Donc, on me montrait des photos, des vidéos, des choses comme ça. Je l'avais constaté à Kharkiv aussi. Alors là, beaucoup plus d'ailleurs pour le coup. Donc Odessa, Kharkiv, et maintenant Kiev aussi, comme j'ai pu le constater par moi-même aussi.
Une jeune étudiante avec qui vous avez discuté vous a confié, et je cite ici, là, aujourd'hui, chacun sait que Kiev est léger en journée et se transforme en Afghanistan la nuit. Quel est le rythme de vie des Kieviens, ou Kievites, sous les bombardements russes de nos jours? Les Kieviens, de ce que j'ai compris, continuent à travailler, essayent de mener une vie normale. Et donc ils prennent le métro. Le métro fonctionne normalement. Les magasins sont ouverts. Je sais pas moi, les éboueurs fonctionnent normalement. La ville est très propre d'ailleurs, toujours maintenant. Je le signale au passage, beaucoup plus qu'une ville comme Paris. Ils sont fatigués, ça c'est vrai, parce que il suffit de passer une ou deux semaines en Ukraine avec les sirènes. Enfin, on peut entendre les sirènes la nuit, donc de toute façon ça génère du stress, de la fatigue. La fatigue c'est quelque chose de sérieux. Moi il y a une nuit de bombardement vraiment intense quand j'y étais. Alors là le lendemain les gens avaient dans le métro il y avait vraiment des gueules dépitées. Mais c'est des gens qui allaient au travail, donc la vie continue, l'économie. Alors l'économie c'est difficile de savoir. Je crois que ça commence maintenant à être dur, enfin plus dur qu'avant, mais il n'y a pas de, enfin les gens mangent. De toute façon, c'est le grenier à blé de l'Europe, donc il y aura pas de, peut pas y avoir de famine ou voilà, etc. Il y a pas, ça va, ça continue, ça continue, mais après je sais pas jusqu'à quand. Je voudrais quand même signaler qu'en revanche, le récit épique que j'avais trouvé il y a un an, qui était en fait un récit de propagande qu'on voyait souvent, donc on sortait tous les chars, par exemple, par rapport à de la bataille de Kiev, de l'aéroport Hostomel justement, les chars soviétiques qui avaient été piqués aux Russes, ils étaient exposés justement dans le centre-ville, juste à côté de la cathédrale Sainte-Sophie. Les gens se prenaient en selfie, etc. Il y avait une espèce d'impression qu'ils allaient gagner, qu'ils pouvaient gagner. Là, ça a quand même disparu. C'est quand même aussi ça qui m'a surpris. Il n'y a plus toutes ces expos. Voilà, l'année dernière, il y avait par exemple des expositions sur les héros de la guerre qu'on glorifie, etc. Mais en fait, avant même que la guerre soit finie, ce qui est quand même assez paradoxal. Et puis, et voilà. Donc ça a disparu. Est-ce qu'ils doutent maintenant? Est-ce qu'ils doutent de la victoire ou du moins d'un règlement qui serait relativement avantageux? Ça, c'est difficile de savoir. Est-ce qu'ils doutent? De toute façon, après, s'ils commencent à douter, ils risquent de perdre vraiment. Ils sont quand même aussi réalistes. Enfin, la Russie, on sait maintenant, enfin, la Russie a 20% du territoire, au plus 20% de l'Ukraine. Le Kremlin semble toujours avoir un coup d'avance en matière d'armement, en matière de drones. Le président Zelensky réclame des systèmes de défense antiaérienne depuis 2 ans. On lui dit qu'on va lui donner, etc. S'il les réclame, c'est parce qu'il sait que ça suffit pas. Et puis c'est aussi ce qui se paye maintenant, parce qu'ils n'ont pas suffisamment de systèmes de défense contre les drones. Donc si le Kremlin envoie, je sais pas moi, 300 drones dans une nuit, il suffit qu'il y en ait 40 qui tombent, et ça fait des dégâts très importants. Surtout si ça se répète. Peut-être pas toutes les nuits, mais toutes les 2-3 nuits. Voilà. Bon, ça, de toute façon, ils le savent. On peut pas non plus. De toute façon, pour eux-mêmes, c'est pas leur rendre service que de dire qu'ils vont gagner si c'est pas encore fait. Voilà, c'est ça. Donc je pense que oui, ça, ils sont conscients de ça. Je pense. Apparemment, il n'y aurait pas d'abri contre les bombardements de construits après 3 ans de guerre. En fait, là, si j'ai bien compris d'après votre article, les résidents de Kiev se réfugient dans les métros qui ont été construits à quoi, 100 mètres de profondeur. Je crois que ça doit dater de la guerre froide. On devait prévoir une attaque nucléaire à l'époque, donc maintenant ça sert d'abri anti-bombe, mais quand même assez incroyable que le gouvernement ukrainien n'ait pas pensé ou n'ait pas voulu construire d'abri pour les citoyens autres que le métro, encore une fois, là, qui existait. Tout à fait. Alors ça, c'est une question justement qui m'est venue par rapport à une professeure de philosophie, d'ailleurs, qui veut pas laisser son nom parce qu'elle considère que si elle dit du mal du gouvernement de Zelensky, il va avoir des problèmes. Qu'à mon avis, c'est pas vrai, parce qu'elle m'a dit ça en parlant en anglais. C'était dans une terrasse d'un café où il y avait plein de monde. Bon, voilà. C'était pas discret, disons. C'était pas discret du tout. Donc cette dame, moi, tout ce qui est dit très intéressant, et notamment d'ailleurs sur les abris. Alors la question des abris, comme c'est une question qu'on ne pose pas, on n'a pas vraiment la réponse. Moi, j'essaie de glaner quelques informations. Ce que j'ai compris, c'est qu'il y avait des abris qui datent
du temps de l'Union soviétique, mais qui sont dans un sale état. Et pourquoi ils n'ont pas été retapés? C'est une très bonne question. À Kharkiv, c'était la même chose. Peut-être qu'il y en a, mais j'ai pas vraiment vu d'abri. On a l'impression que chacun doit un petit peu se débrouiller. C'est pas du tout comme en Israël, où là, alors on s'organise. Le bombardement russe, c'est pas la même chose. Enfin, moi, j'ai été aussi en Israël. Pour moi, c'était pas du tout la même chose. C'est pas du tout le même niveau d'intensité, en tout cas quand j'étais en Israël. Mais ce qui est sûr, c'est qu'en Israël, il y a quand même des abris, etc. Et puis on doit aller aux abris, sinon on peut avoir des problèmes avec les autorités. Là, en Ukraine, effectivement, il n'y a pas ça. C'est une bonne question. Je sais pas. Là, je pense qu'il faudrait justement creuser le sujet. Est-ce que c'est une espèce de... D'autant que Zelensky s'est fait quand même élire sur un programme qu'on qualifie, pour ceux qui n'aiment pas, de populiste, c'est-à-dire qu'il voulait quand même en finir avec les élites, les espèces de... Les politiciens, les professionnels de la politique, qui venaient ça, quand même... C'était avant la guerre. Bah oui, ça c'était avant la guerre, mais c'est quand même intéressant justement que pourquoi maintenant, lui, enfin le gouvernement et puis toutes les autorités n'ont pas fait construire plus d'abris. Je pense que ce serait quelque chose à creuser, effectivement. Ben, vous parlez justement du gouvernement de Zelensky, au gouvernement ukrainien, et du mal endémique de la corruption. Et comment ceci, là, je cite ici, là, votre article, mine la confiance politique envers la classe politique. Quel est le sentiment, ou comment l'avez-vous senti, là, la population envers Volodymyr Zelensky particulièrement, mais son gouvernement globalement en ce moment? Alors, les gens ne parlent pas trop de Zelensky. J'ai quand même l'impression que l'Union sacrée est encore là. En tant que chef de guerre, je pense que les gens considèrent quand même qu'il fait du bon travail. Alors moi, à Kharkiv, il y a un an, il y avait quand même des gens qui étaient pas contents, qui disaient qu'il y a des espèces de mercenaires qui venaient, comme on peut le voir, et ça existe, qui veulent forcer des gens qui n'ont pas envie d'aller faire la guerre, quoi. Des jeunes, il y a des gens qui n'apprécient pas. Le problème, c'est que je crois qu'il y a une sorte de conscription. Oui. De toute façon, même moi, à Kharkiv, l'année dernière, il y avait 2 gars qui m'avaient arrêté. Là, j'ai tout de suite compris. Je leur ai dit tout de suite que j'étais français. Ils m'ont laissé tranquille. C'était des gars un petit peu musclés, etc. Ça a duré 2 minutes. C'est pas un événement important en soi, mais effectivement, ça existe. Moi, je crois que le problème, c'est qu'il n'y a pas vraiment d'opposition. C'est ce que j'ai compris, c'est ce qu'on m'a dit. De toute façon, les Ukrainiens ne font pas confiance aux anciens politiciens d'avant non plus. Il y a quand même un côté assez anti-élite, tous pourris. Il y a quand même ça aussi qui est assez présent. Avec Zelensky aussi, avec son gouvernement, parce que plus il est là, il a été élu en 2019. Oui, c'est ça, 2019. Il va être là pour 5 ans. Bon, évidemment, maintenant, c'est compliqué d'organiser des élections, donc il est encore là. Alors, ce qui est intéressant quand j'étais à Kiev, c'est qu'il y a eu des manifestations contre une réforme qu'a voulu faire, une loi, même pas une réforme, une loi qu'a voulu faire adopter Zelensky, qui en fait laissait moins d'indépendance à l'institution chargée de lutter contre la corruption. C'est quand même assez ironique, sachant que Volodymyr Zelensky s'est fait élire en promettant de lutter justement contre la corruption, parce que c'est quelque chose, semble-t-il, que les Ukrainiens n'aiment pas tant que ça. Voilà. Alors la manifestation a eu lieu. Les manifestations, il n'y avait pas non plus évidemment 1000 personnes, 10 000 personnes, ni même 500 000 personnes évidemment, comme pour la révolution de 2004, la révolution de Maïdan, comme on dit. Mais ça se comprend parce que il y avait quand même les sirènes, les risques, les drones et compagnie qui tombent essentiellement la nuit, peuvent aussi tomber le jour. C'est quand même une situation compliquée, c'est une situation de guerre. Les gens sont quand même descendus dans la rue et ont réussi à faire retirer ce projet de loi. En 30 secondes? En parlant? En 30 secondes? En 30 secondes. Non, ils ont réussi à faire retirer ce projet de loi, ce qui peut miner la confiance de Zelensky dans le futur au niveau de la politique intérieure et qui montre aussi que, je crois, semble-t-il, les Ukrainiens sont moins tolérants par rapport à la corruption. Ça reste quand même le pays le plus corrompu d'Europe. Alors en plus, ils n'arrêtent pas de dire qu'ils veulent rentrer dans l'Union européenne, donc là, il va falloir faire des efforts. Alexis Brunet, journaliste et reporter sur différentes plateformes. Merci.
Mais je vous en prie, merci à vous. On recommande donc votre article dans les pages de Valeurs actuelles intitulé L'été infernal de Kiev. Tous ceux qui nous écoutent, merci également à la technique Daniel Fortin, à l'animation moi-même, Philippe Labrec, et on vous invite à rester sur les ondes de Radio VM.